Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Ça vous regarde, c'est l'émission du vendredi, vous savez, pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité. C'est vrai que les tensions sociales, la crise sociale a fait passer au second plan une affaire qui a fait un grand boom. C'était lundi, dévoilé par nos confrères de Libération. Une affaire qui touche au plus haut sommet de la hiérarchie policière, une affaire de trafic de stupéfiants qui touche le patron des stupes, c'est l'Octrice, on va en parler dans quelques instants. On avait parlé de l'affaire Néré, évidemment, alors les réquisitoires, c'est 4 ans de prison et 18 mois de prison avec sursis. Une autre affaire un peu trouble entre la police et les indiques. Et là, patatras, nouvelle affaire qui touche la police et le patron des stupes. C'est pas rien. Il s'appelle François Thierry et il aurait, je dis bien il aurait, puisqu'il a déjà contre-attaqué en portant plainte contre Libération. On attend toujours la plainte. On est toujours la plainte, on en parlera avec notre invité. Il aurait monté un trafic de cannabis avec un étrange indicateur qui est à la tête d'un réseau international de drogue et indicateur de ce patron des stupes marié à une avocate qui elle-même défend cet indicateur. Bref, tout ça est très compliqué et on va revenir évidemment sur ces jeux troubles entre la police, les indicateurs, ceux qui donnent des informations, et puis on parlera de ces policiers infiltrés parce qu'il y a aussi des informations qui nous sont parvenues grâce à un policier infiltré qui était sur place et qui s'est retrouvé à convoyer des ballots de cannabis et il s'est demandé un peu ce qu'il faisait là, évidemment. On fera le point parce qu'il y a une loi, la loi Perben 2, qui encadre cette relation entre la police et les indicateurs, mais évidemment c'est une affaire qui fait beaucoup de bruit ici en France et évidemment au sein de la hiérarchie policière. Ça ressemble un peu à un film de Scorsese, mais c'est bien la réalité dont on parlera ce soir. LCP.fr, vous connaissez l'adresse, le JDD, notre partenaire, #Sévère pour les tweetos. Et j'oublie pas notre page Facebook parce que vous êtes très nombreux à réagir, à nous faire partager vos commentaires. Je parlais de la loi Perben 2. Dominique Perben, vous êtes avec nous sur le plateau. Merci d'être là. Bonjour. Bonjour. Vous fûtes garde des Sceaux de 2002 à 2005. À l'origine de ces deux lois importantes, Perben 1, Perben 2. Et c'est dans la loi Perben 2 que vous êtes intéressé à l'encadrement de la relation entre les policiers et les indicateurs. On en parlera avec vous. On les appelle les aviseurs dans la douane parce qu'ils n'ont pas tout à fait le même nom. Et vous êtes aujourd'hui avocat. Maintenant, des collaborateurs de justice. Collaborateurs de justice, une manière un peu détournée comme ça. Vous direz, les avocats sont bien des auxiliaires de justice. Gilbert Collard, vous êtes avocat pénaliste. Vous faites partie, comme on dit, des ténors du barreau. Vous êtes aujourd'hui par ailleurs député du mouvement Bleu Marine, proche de Marine Le Pen. On vous écoutera parce que quand on est avocat, évidemment, c'est compliqué la relation avec ses clients et les informations évidemment que vous pouvez entendre ou glaner. Avec nous sur ce plateau, Emmanuel Feinstein, bonsoir. Je parlais de Libération, c'est vous êtes journaliste à Libé, c'est vous qui avez sorti cette affaire. Ça a fait un grand boom, la une, révélation sur un trafic d'État. On va reparler évidemment de toute la hiérarchie et pas uniquement du patron des stupes, parce que vous dites évidemment comment les magistrats, comment le ministre de l'Intérieur, comment le garde des Sceaux ne pouvaient ne pas être au courant de cet immense trafic. Merci d'être avec nous. Marc Fievé, bonsoir. On est ravis de vous accueillir. Alors votre matricule, vous c'était NS55. Alors vous n'étiez pas un indicateur, mais un aviseur des douanes. Et vous avez écrit plusieurs livres pour raconter votre histoire, qui a dérapé en 94. Vous avez pendant plusieurs années donné des affaires aux douanes, beaucoup d'affaires qui ont permis d'arrêter et de saisir des tonnes de drogue. Et puis en 94, à l'occasion d'une saisie, les choses dérapent. Vous êtes incarcéré au Canada et vous dites, et on en parlera avec vous, pas besoin d'avocat. La France, que j'aide depuis des années, va me faire sortir de là, mais vous avez écopé, je crois, de 2 ans de prison. Et prison à vie, mais vous êtes sorti beaucoup plus tôt. Oui, perpète au Canada, mais j'étais d'abord passé en Espagne, en Angleterre, avant d'aller au Canada et avant d'être rapatrié en France, puisqu'en fin de compte, j'avais la possibilité de servir une sentence canadienne en France. C'est ça. Pensant qu'à ce moment-là, effectivement, il y aurait eu une intervention au lieu, qui n'a pas eu lieu parce que le nouveau directeur général des douanes, qui n'en avait rien à foutre et qui voulait certainement pas s'intéresser à ce genre de problème, vous a lâché. A dit qu'il voulait pas du tout en entendre parler, que les engagements pris par ses prédécesseurs, c'était pas son problème. Infiltré au cœur de la mafia, c'est votre livre en 2013, édition Hugo Doc. Gibraltar, il y a eu un livre, il y a eu un film. Oui. C'est Philippe Lelouch qui incarnait votre personnage, qui s'est inspiré de votre personnage. Oui, c'est une très mauvaise inspiration. Voilà, c'est ce que j'avais lu dans la presse. On reviendra évidemment sur votre histoire. Je rappelle quand même aujourd'hui, pour ceux qui nous regardent, que d'abord vous vous êtes défini comme un aviseur parce que vous êtes un
baroudeur, un aventurier, pas pour l'argent, vous l'avez toujours dit, et qu'aujourd'hui vous avez un 38 tonnes qui est garé aux portes de Paris. 44 tonnes. Ah, non, maintenant c'est les 44. C'est 44 tonnes. Ah, Vous oui, partez ce soir prendre la route. oui. Voilà, vous avez tourné la page. Regardez ce sujet pour essayer d'y voir un peu plus clair sur ces relations complexes, opaques, troubles entre les indicateurs, les aviseurs, les cousins, comme on les appelle, et la police, à travers cette affaire Néré. Les indiques. Les indiques, comme on les appelle, à travers évidemment ce scoop révélé par Libé, puis cette affaire Néré que nous raconte Nathalie Guillois. Regardez. Drogue, révélation sur un trafic d'État. Les mots sont lâchés. Une nouvelle fois, la police est éclaboussée par une affaire de corruption. Après Michel Néré, un policier à la réputation irréprochable, François Thierry, l'ancien patron de l'Office central pour la répression du trafic, un homme au profil similaire, est aujourd'hui inquiété par un lourd trafic de cannabis. Des affaires qui se répètent et qui mettent en lumière le côté obscur de la police. Les relations entre indiques et policiers, qui sont des relations évidemment dangereuses, évidemment sulfureuses, évidemment c'est un jeu dangereux, parce que si pour avoir des indiques, pour manipuler des indiques, eh bien vous êtes sans arrêt en train de les appeler, d'être avec eux, d'être en compagnie de ces gens qui deviennent des proches, on va dire, des proches. Et donc, à un moment, évidemment, le voyou, lui, l'indique, c'est un voyou. Et l'indique ne peut pas être autre chose qu'un voyou. Pour François Thierry, tout commence avec cette saisie record de 7 tonnes de résine de cannabis, boulevard Exelmans, le 17 octobre 2015. Cette saisie est saluée dès le lendemain par le chef de l'État. Seulement voilà, François Thierry serait accusé par le journal Libération d'avoir lui-même organisé le trafic. Pourtant, la loi Perben II votée en 2004 instaure un cadre législatif précis pour ce syndicat. Par exemple, un fichier a été créé où tous les indiques de la police nationale sont enregistrés. Une procédure très encadrée. Le système existe, il n'est pas sombre du tout. Nous, on utilise un cadre légal pour nous permettre de sortir des affaires. Donc, ça n'est pas franchir une ligne rouge, c'est utiliser des dispositifs légaux qui sont à notre disposition pour sortir des affaires. Avoir des informateurs fait partie des cadres légaux que nous pouvons utiliser. Dans le cadre d'enquête, on est toujours sous la coupe et l'autorité judiciaire d'un magistrat, que ce soit un magistrat du parquet ou d'un magistrat instructeur. Cet avocat n'est pas du même avis. Pour lui, il faut revoir de fond en comble le système policier actuel. Le cadre législatif aujourd'hui ne suffit plus. Et puis, il faudra aussi voir si on a besoin forcément de passer par ce type de plan pour faire tomber des réseaux internationaux, parce que nous avons maintenant des moyens techniques et technologiques qui sont très importants. Tout l'outillage numérique mis à la disposition des services de police et de l'autorité judiciaire devrait peut-être permettre de passer à un autre niveau d'enquête ou une autre façon d'enquêter et d'investiguer sur ce type de dossier. Problème, sans cette collaboration, policier indique, il sera plus difficile de réaliser des saisies records pour ce spécialiste. Les policiers, pour faire des affaires, pour répondre à la demande politique, ils sont obligés de franchir la ligne jaune. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, est-ce que les policiers, les douaniers, les gendarmes peuvent lutter contre le trafic de drogue avec les textes de loi qu'ils ont ? La question est posée, changer le fonctionnement du système policier pourrait ne pas donner les mêmes résultats sur le terrain. Voilà, on voit Michel Néré qui rit, mais c'est vrai qu'il y a 4 ans de prison au-dessus de sa tête et 18 mois de prison avec sursis, c'est sérieux, avec un réquisitoire qui a été terrible de la présidente sur ses relations, sur les cadeaux qu'il a reçus, sur la façon dont les voyous le tenaient. Emmanuel Fansten, cette affaire, c'est vous qui l'a révélée dans les colonnes de Libé. Quand on ouvre les pages et qu'on lit attentivement votre article, on se dit mais c'est complètement incroyable. Il est patron à l'époque donc de l'Octrice, des stupes, c'est un homme important, c'est un homme qui aime se montrer devant les caméras, dont l'épouse avocate défend ce fameux indicateur, personne n'a rien vu, le magistrat qui est censé encadrer ne voit rien. Est-ce qu'il a, selon vous, et on va rester prudent, pu organiser un trafic de cannabis lui-même? Non. Tout est sidérant dans cette histoire, l'histoire elle-même, mais aussi l'absence de réaction. Je pense que les gens n'ont pas bien pris la mesure, et notamment les responsables politiques, il y en a ici. On a quelqu'un, en l'occurrence l'ancien patron des stupes, François Thierry, qui a recruté lui-même cet informateur. On dit dans le papier que c'est au cours d'une opération, l'opération dite Baleine Blanche en Espagne, il y a près de 10 ans. C'est sa compagne qui va faire sortir ce monsieur, qui s'appelle Sofiane, en 2014,
alors qu'il a fait 3 ans de prison, qu'il avait été condamné au préalable à 11 ans, puis à 18 ans, qu'il s'était échappé à plusieurs reprises. Il va sortir au bout de 3 ans. Et il va devenir le plus gros trafiquant de France et un des plus gros d'Europe. Ouais. Alors, ce que disait la syndicaliste tout à l'heure est tout à fait juste. C'est cadré. Monsieur Perben va en parler. Il y a effectivement des techniques légales. Il est tout à fait justifié et possible, voire nécessaire, d'avoir des indices pour faire des affaires. Là, si vous voulez, c'est les quantités industrielles qui sont en jeu, qui posent question. 7 tonnes 100. Je rappelle qu'au-dessus des 7 tonnes, le monsieur... Parce que les livraisons surveillées, c'est quoi le principe? Expliquez-nous, parce que attendez, ceux qui nous regardent, il faut quand même savoir qu'il y a des règles qui permettent de surveiller des livraisons validées par un magistrat. Tout à fait. Les livraisons surveillées permettent de laisser passer légalement de la drogue sous le contrôle d'un magistrat, avec un objectif précis, c'est de démanteler des réseaux à l'arrivée. Là, ce qui interroge dans cette affaire, qui est à l'arrivée à part celui qui réceptionne la drogue, qui habite juste au-dessus dans 300 mètres carrés, avec piscine intérieure. Il est riche. Et donc, si vous voulez, ce qui pose vraiment question, c'est à qui était destinée la drogue et à qui était destiné l'argent issu de cette drogue. C'est évidemment aujourd'hui ça la question. Et puis bien sûr, François Thierry, pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on me dit, oui, les gens, bien sûr, il y avait d'autres confrères qui avaient évoqué dès la saisie. Le Canard enchaîné vous a un petit peu placardé en disant, nous on le disait depuis quelques mois. J'ai appelé le Canard gentiment juste après, puisque le Canard n'est pas à l'origine. M6, le Parisien, tout le monde en a parlé, y compris Libé. Non, nous, on a évidemment des éléments précis, et puis on a surtout ce témoignage accablant. Alors question, qui est votre informateur? Mais justement, en tout cas... Secret des sources, monsieur. Et voilà, mais voilà, voyez. Pas rapport. Non, mais je ne vous fais pas de reproche. J'ai bien compris. Mais ce que je veux dire, ma question elle n'est pas polémique. Ce que je veux dire, c'est que dans ce monde-là, et le monde du journalisme d'affaires judiciaires ou d'enquête, il ressemble un peu au monde de la police. Si on n'a pas une taupe, si on n'a pas un informateur, ça marche pas. Ça marche pas. C'est clair. Bon, alors il n'a pas à nous dire qui, et je respecte tout à fait, bien évidemment. Non, mais ma question était Emmanuel Fortel, juste pour éclairer Gilbert Collard, il y a une source policière, en tout cas, qui a parlé. Non, c'est pas un policier. Ah, c'est pas un policier. Alors, non, j'avais pas cru comprendre. Moi, j'ai dit. Non, alors, parce que c'est ni un policier. En fait, si vous voulez, moi, j'écris pas dans l'article que c'est un infiltré. Lui se considère comme un infiltré. C'est ça, il se présente comme un infiltré. Un indique, de Cugis l'a très bien dit, c'est quelqu'un du milieu. C'est un voyou. C'est un voyou. Un infiltré, c'est un policier. Monsieur Perben va pouvoir en parler aussi. C'est des policiers. Lui, ce n'est ni un policier, ni un voyou. C'est quelqu'un qui a un profil, je peux pas en dire beaucoup plus, mais qui a été effectivement infiltré, peut-être un peu comme monsieur Fiévin, mais qui a été infiltré par les services de police pour faire certaines missions. Et il a effectivement été mandaté en 2012 par monsieur Thierry directement pour aller garder cette villa dans le sud de l'Espagne. Et convoyer. Et là, il y avait des policiers qui convoyaient 19 tonnes de shit. Juste Marc Fiévé, un mot, et Dominique Perben, et plusieurs aussi, parce que vous êtes le ministre et vous vous êtes intéressé à ce sujet, mais vous avez été au cœur de la machinerie. Oui. Quand vous avez vu cette affaire Néré et l'affaire de ce patron des stupes, est-ce que ça a fait écho quand vous étiez au volant de votre camion? Vous vous êtes dit, mais c'est incroyable. Ce qui a fait écho tout de suite, c'est de constater que lors de la réception à la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, où le président Hollande et le ministre Sapin se sont déplacés en personne pour féliciter, pour raconter qu'on avait porté un coup fatal au narcotrafic. Ils savent pas de quoi ils parlent, premièrement. Deuxièmement, ça, c'est pas un scoop. Ça, c'est pas un scoop, oui. Mais ce que j'ai constaté, et c'est ce qui m'a surpris d'abord, ce qui m'a alerté, c'est que le patron en personne de la DNRED n'était pas là. Oui, parce que c'est les douanes qui... C'est son service. Et c'est la PJ qui est là. À Ivry, dans son service, le président se déplace avec Sapin et le patron n'est pas là. Il y a uniquement la directrice générale des douanes, Hélène Croquevielle, qui fait une gueule pas possible. Elle fait une gueule d'enterrement comme j'ai rarement vu. Et là, vous dites, oh, il y a un truc. Ça pue la merde. Ils se sont, en fin de compte, c'est le coup de pied de l'âne. La douane, en fin de compte, avec l'octrice, avec la centrale des stupes. Moi, de mon temps, il y a 25 ans, vous dites, ils se tirent la bourre, on les appelait les suceurs de roue, l'OCTRI. Il faut peut-être essayer de poser un peu le problème. À quoi tout ça sert? Bon, pourquoi en 2004, dans la loi qui porte mon nom maintenant, je parle des indiques et je parle des infiltrés? Je le fais à la demande des policiers et des juges d'instruction qui me disent, pour travailler contre la grande criminalité qui explosait à l'époque, vous en souvenez peut-être, avec les nouvelles mafias venues de l'Est, du Moyen-Orient, etc., ils me disent on a besoin de nouveaux moyens. Et de moyens qui soient légaux, qui soient couverts. Parce que certains magistrats me disaient, ou certains policiers me disaient, mais laissez, de toute façon ça se fait, ils se débrouillent. Une zone grise, oui, ils se débrouillent, mais le jour où ils se font piquer, qu'est-ce qui se passe? Ils se retrouvent au trou.
Bon, alors qu'ils ont travaillé correctement. Donc on a mis dans la loi, effectivement, des règles pour les indicateurs et des règles pour les infiltrés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit connaître les noms doivent être quelque part. Il y a un fichier central. Et ensuite, les ministres mettent en place par arrêté les modalités. Et s'agissant des infiltrés, il faut aussi les connaître et il faut qu'il y ait un contrôle des magistrats là-dessus. Parce que le jour où il y a un dérapage, j'allais dire un gros mot. Le jour où ça pète, il faut que le type soit couvert. Et c'est ce qu'apporte la loi. Mais la loi, elle remplacera jamais l'honnêteté. Je vous entends là sur une affaire que je ne connais pas. Ça paraît tellement énorme qu'il y a des règles d'éthique. L'éthique professionnelle, ça doit exister dans tous les métiers, et d'abord et avant tout, bien sûr, dans la police et dans la justice. À partir du moment où quelqu'un sort des clous, je veux dire, quelle que soit la loi, vous ne pouvez pas contrôler. Jean-Michel Descugis, qui est un spécialiste de la police et de la justice, dit, mais de toute façon, on ne peut pas éviter de franchir la ligne jaune, parce que quand on veut sortir des affaires et réussir à faire des saisies, il n'y a pas photo. Les règles légales ne nous le permettent pas. Qu'est-ce que vous dites, vous, l'avocat? Franchement, je pense qu'à l'heure actuelle, les règles légales le permettent. Finalement, la règle légale, c'est d'informer. Bon, et qu'il y ait, comme on dit aujourd'hui, une traçabilité. À partir du moment où le juge d'instruction, sous la responsabilité duquel l'enquête se déroule, parce qu'il délègue ses pouvoirs. Les policiers agissent par commission rogatoire. Hein. Donc, n'oublions pas que le juge a une responsabilité directe sur le contrôle de l'enquête. Hein. Bon, à partir du moment où le juge s'assure, à moins que les policiers lui échappent, à moins qu'il laisse trop de liberté aux policiers, à partir du moment où il a la traçabilité, et bon, on s'étonne. Mais est-ce que... non, franchement, il y a quelque chose que je ne... non, mais préalablement, là... que je ne comprends pas. Oui. Non, mais... Et ce qui me surprend également, et après je vous passerai la parole, c'est cet infiltré qui parle à la presse. Bon. Dans quel intérêt, vous dites? Mais quel intérêt il a? Je me questionne. Hein. Le rôle d'un infiltré, sauf erreur de ma part, hein, si je me trompe, parce que je connais pas l'affaire dans le détail, hein, donc je peux me tromper, hein, c'est d'informer les autorités judiciaires avant la presse. Elles le sont, je vous rassure. Si elles lisent le journal quand même. Non, mais elles le sont avant la presse. Elles le sont avant, voilà. Oui, monsieur. Ah, voilà. Et alors, si elles le sont avant la presse, pourquoi attend-on, sauf erreur de ma part, que l'article soit publié pour réagir? De vous parler qui? Qui a attendu l'article pour réagir? Les juges. Les juges, les juges, ils travaillent. Le timing judiciaire n'est pas le timing médiatique, vous savez bien. Non, pas d'artifice de mots. Mais non, mais c'est pas d'artifice. Qui devrait réagir? Pas d'artifice de mots, on est dans quelque chose d'intéressant. Oui. Bon, donc c'est très intéressant que vous répondiez sans... Il n'y a pas de Vous voulez savoir quoi? Si une procédure judiciaire est engagée? On n'est pas des blaireaux. Hein. Bon, non. Comme disait un de mes amis, bon, j'essaye de comprendre, mais je veux dire, c'est pas méchant de ma part, j'essaye de comprendre. Bon, on a un infiltré qui a une mission de justice, qui est normalement encadrée. Il informe, il explique où est le réseau, comment il vend et où est-ce qu'ils vont passer. D'accord, mais apparemment il y a un problème. Non, il parle. Bon, il y a un problème. Non, mais dans le fonctionnement, du piégeage. Bon, il y a à un moment donné un problème, puisqu'on soupçonne les personnes impliquées d'avoir voulu... Bon. Le patron, hein. Le patron, voilà. Ouais. La question toute bête que je pose, c'est pourquoi les autorités de justice ne s'en saisissent pas avant que l'article soit publié? Une réponse, et Marc Fievé. Une réponse toute simple, elles s'en sont saisies bien avant. Alors, il y a deux... Je vous explique. Elles s'en sont saisies comment? Mais je vais vous répondre. Voilà. Il y a deux enquêtes qui sont ouvertes aujourd'hui. La première, suite à la saisie des 7 tonnes boulevard Excellence. C'est la JIRS de Paris, la juridiction interrégionale spécialisée. Il y a une information judiciaire, non, pour le téléspectateur, voilà. Il y a une enquête, une information judiciaire qui est ouverte depuis le mois d'octobre. Parallèlement à cette procédure, il y a une enquête de l'IGPN, toujours sous la coupe du parquet de Paris. Et qui entend enquête de l'IGPN, dans le cadre de laquelle l'infiltré, comme vous l'appelez, qui parle dans Libération, a été entendu. IGPN à qui il a donné de très nombreux éléments. Donc je répète les choses très clairement. Son témoignage était connu par les autorités avant d'être publié dans Libé. Marc Fievé, qu'on soit d'accord sur les mots. Non, mais accordez-moi que c'est important de le savoir. Non, mais c'est une information importante. Marc Fievé, j'imagine que vous vous considérez vous comme un infiltré, pas comme un indique, parce que pour ceux qui nous regardent, les indiques sont des voyous à qui on dit si tu veux pas faire de la tôle, tu vas nous aider à donner quelques infos, et c'est comme ça que doucement on devient indique. J'ai presque envie de dire, on a fait souvent ce débat sur les lanceurs d'alerte qui indiquent des pollutions, des détournements de fonds. Quelque part, vous étiez avant tout le monde un peu le lanceur d'alerte, non? Enfin, je sais pas. Totalement. J'ai été recruté au départ pour uniquement donner des informations sur une
base qui était une base C'était en Espagne, hein, ouais. en Espagne, à Gibraltar, et j'ai été recruté, moi, uniquement pour remonter les informations. Tamponné, on dit. Oui, tamponné, ça c'est le jargon utilisé, mais j'ai été approché, hein, j'ai été observé, et on a décidé en haut lieu, à savoir le directeur de la DNRED, qui s'appelait la DNED à l'époque, avec Charras, que j'étais un élément éventuellement intéressant pour qu'on obtienne en France les informations qu'on n'arrivait pas à obtenir des autorités gibraltariennes qui ne voulaient pas communiquer. Et donc vous faites des saisies records. Non, pas tout de suite. Non, mais pas tout de suite. Mais au bout d'un an, effectivement, vu le flot d'informations que je remonte, vu les saisies qu'on entraîne, puisque les 6 premiers mois, j'ai fait taper 15 tonnes. Seulement 15 tonnes de cannabis et seulement 100 kilos de cocaïne. Bon, 6 premiers mois. Ce qui a déclenché ma première visite au ministre du Budget, qui me reçoit et qui me dit, de toute façon, oui, etc. Il me présente le directeur des douanes. Vous recevez de l'argent à ce moment-là dans le cadre de votre travail d'infiltré? Sur les 6 ans, la trésorerie générale, puisque c'est la trésorerie générale, c'était des billets tout neufs. Hein. En espèces, hein, je crois. Oui, en espèces, bah, bien sûr. Enfin, quand même, soyons sérieux. Non, le chèque est assez rare. On a le droit d'être naïf. On va vous faire un chèque, monsieur Fievé. Combien vous recevez beaucoup d'argent à ce moment-là? Sur les 6 ans d'activité, j'ai reçu 500 000 euros. 500 000 euros. Un billet de 500 000 euros. D'accord. Pour en fait un volume de drogue qui a rapporté énormément. Pour un volume de drogue qui a rapporté, je pense, à beaucoup de monde, j'ai permis d'intercepter plus de 100 tonnes de drogue, quoi, c'est tout. Ouais, j'ai vu que vous aviez travaillé sur un réseau de Pasquale Claudio Locatelli, qui est un baron de la drogue de la Camorra, juste pour situer les dangers que vous preniez, parce que même si le film est pas bon, on voit quand même les dangers que vous prenez. Vous êtes en permanence sur la corde sensible. Hein. Vous êtes obligé de jouer en permanence sur le double jeu, c'est-à-dire que vous êtes à l'intérieur tout en étant à l'extérieur. Et avec, en fin de compte, une hiérarchie qui ne suit plus. C'est ça. Une hiérarchie qui ne peut pas suivre, et également un problème juridique important, parce que tout à l'heure, vous parliez du juge d'instruction, mais avant le juge d'instruction, si on entame une procédure éventuellement de livraison surveillée, c'est pas un juge d'instruction, on n'a pas encore d'instruction, c'est le proc. Oui, peu importe. Oui, non, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ah non, laisse-moi finir. Sous la responsabilité du procureur au lieu d'être sous la responsabilité du juge. Alors moi, ce que j'aimerais savoir, quel est le proc politiquement terminé, c'est pas pareil, c'est pas le juge. C'est une enquête préliminaire au lieu d'être une instruction. C'est pas une enquête préliminaire. Marc Fievé. Le proc, le substitut du proc qui s'occupe des stupes et qui va donner le feu vert, il ne donne son feu vert qu'à partir des Pyrénées. Il ne couvre pas juridiquement avant les Pyrénées. C'est-à-dire que s'il y a le corps de cul... Ce qui me paraît important pour que les téléspectateurs comprennent de quoi on parle. C'est hallucinant ce qu'on entend quand même. Pour ceux qui ne sont pas dans la police, qui ne connaissent pas. La loi, elle a apporté un certain nombre de choses. Elle a permis de progresser en termes de confiance possible. Parce que tout ce qui est dit là, ça montre quoi? Ça montre qu'il faut que tout ça se passe entre des gens qui se font confiance. Et le jour où il n'y a plus cette confiance, tout s'effondre. Parce que même s'il y a la liste des indicateurs quelque part, même si le juge il connaît le nom des policiers qui sont infiltrés, d'abord il faut que chacun tienne le secret. Oui. Oui, c'est un film de Scorsese d'ailleurs, qui est bon. Très bon film. Ils risquent leur peau dans cette affaire. Bien sûr. Enfin, vous avez risqué votre peau. S'ils sont démasqués, ils meurent. C'est terminé. Bon. Et ensuite, pour qu'on les lâche pas, le jour où il se passe quelque chose, j'ai pas bien compris toute votre histoire là, de saisie dans le 16e. On va vous leur expliquer, vous allez voir. Il faut que je lise Libération plus régulièrement. C'est ça, bien sûr. Il faut aussi que celui qui indique ou celui qui est infiltré, il ait confiance dans le système judiciaire derrière. Pour que le jour où il lui arrive quelque chose, on le lâche pas, ce qui est arrivé à monsieur, si je comprends bien. Et donc, tout ça, c'est de la confiance. Juste, Emmanuel Fortel. Parce que tout ça, moi, je me rappelle l'époque du juge Michel. Vous avez eu à défendre, vous, des gros dealers, des gens... Oui, mais non seulement j'ai eu... Bien évidemment, je me rappelle de l'affaire du Caprice des Temps, qui a été la plus grosse affaire de trafic de stupéfiants. Puis j'ai même défendu Jean, qu'on voit dans le film sur le trafic de drogue aux États-Unis, vous savez, qui était un capo di tutti capi, qui a été du reste interrogé par le juge Michel. Il avait à l'époque 80 ans. 80 ans, bon. 80 ans, bon, donc moi j'ai vécu vraiment à l'époque du début. Toujours en activité à 80 ans? Il était toujours en activité à 80 ans, oui. Du reste, il a été condamné de la prison avec sursis. On lui a dit 50 sursis, il m'a dit je pourrais vivre jusqu'à 85 ans. Bon. Mais ce que je veux dire, j'ai vraiment vécu l'époque, moi, où l'indicateur travaillait dans la confiance avec le policier. Et le policier travaillait
dans la confiance avec le juge. Et là, aujourd'hui, pourquoi ça marche plus comme ça? Alors, je ne sais pas, mais je peux vous dire que des affaires extraordinaires, comme l'affaire du sac, par exemple, ont été complètement solutionnées par un indicateur. Alors, on a habillé l'affaire par une espèce d'empreinte qu'on a retrouvée sur une bouteille de Coca-Cola. Le policier est devenu un génie. Mais nous, on savait très bien qu'en définitive, c'est un indique qui avait tout balancé. Il balance quoi. Vous parlez d'Oriol, là. Oui. Oui, on le savait. Mais à aucun moment le policier n'aurait livré le nom de l'indicateur, et à aucun moment le juge, qui était parfaitement au courant, c'était Madame Laurence Guérin, je crois, n'en a parlé. Et cette affaire, officiellement, elle a été solutionnée par l'intelligence d'un policier qui a eu le coup de chance de retrouver une empreinte digitale sur une bouteille de coca. Mais Emmanuel Forsen, ceux qui nous regardent, on fait souvent des émissions sur la drogue, on se dit, les policiers... Et je pense, voyez-vous, je m'excuse, je pense que l'indique, dans cette affaire, c'est celui dont on a retrouvé l'empreinte sur la bouteille de coca. Parce que il a décérébré un enfant, il a tué, et il a été condamné à 20 ans, et il est sorti au bout de 8 ans ou 9 ans. Donc c'est probablement de lui. Donc voilà. Alors, voyez, mais je n'ai pas d'éléments. Mais attendez, je voudrais revenir. Le sac est évidemment intéressant sur les indices. Moi, je veux juste revenir sur ceux qui nous regardent, qui se disent qu'il faut lutter contre la drogue activement. Donc d'un côté, il y aurait les méchants qui sont les voyous, les trafiquants, puis de l'autre, il y aurait les gentils, les policiers qui nous protègent. Votre article renverse tous ces cadres-là. Oui, mais c'est pas. Oui, non, mais non, moi non plus, je suis pas d'accord. J'essaie de comprendre. Parce que c'est pas ça. On se dit tout ça est verrouillé. Non. Ce que je veux dire, c'est comment on fait la guerre. C'est ça la question qu'il faut se poser. La guerre, c'est jamais propre. Faut pas se raconter des histoires. Soit si à un moment donné, l'efficacité rend nécessaire de. Donc on franchit la ligne jaune. Mais oui, mais à la limite. Oui, mais c'est ça qui est très difficile. Et c'est là où le métier de grand flic, le métier de grand magistrat est vachement difficile. Parce que ils veulent être efficaces. À un moment donné, ils sont tellement investis d'ailleurs dans leur dans la recherche du résultat, parce que c'est leur passion, parce qu'ils veulent gagner, parce qu'ils veulent désinguer l'ennemi. Et c'est là, et c'est là qu'il c'est intéressant, il n'y a pas que votre journal. C'est là qu'il peut y avoir. Moi je parle de vécu, vous engueulez pas. Vous avez sorti une affaire, c'est bien, vous n'allez pas en faire une enflure de Lego. Moi je me rappelle. J'aurais voulu dire que c'est là où le grand flic ou le grand magistrat prend des risques. Je suis complètement d'accord. À un moment donné, il veut aller trop loin. Là, il prend des risques et il peut basculer. Voilà. Je me rappelle un mot et puis on va lui passer la parole. Je me rappelle d'une affaire où un policier qui avait un indique qui avait permis de dénouer des affaires incroyables se fait un jour voler par l'indique le tampon, la Marianne. Le policier vient me voir et il me dit maître, qu'est-ce que je fais? Alors je lui dis, mais est-ce que le juge sait que c'est votre indique? Depuis toujours. Et le juge sait que c'est mon indique habituel. Je dis, écoutez, le mieux, c'est d'aller voir le juge. Vous lui expliquez. Et à mon avis, ça va s'arranger. Et donc, parce que le type avait été poursuivi pour avoir utilisé la Marianne dans l'enquête démarrée. Et on allait remonter. Et le policier avait peur quand même qu'on découvre que c'était l'indique aussi. Mais l'affaire a disparu. L'affaire a disparu. Parce qu'il y avait confiance. Parce qu'il y avait confiance. Je repose ma question. Le juge repose ma question. De côté. Gilbert Collard, je repose ma question pour ceux qui nous regardent, ceux qui ont lu Libé ou qui veulent s'y intéresser, allez sur Internet, vous lirez cet article. On se dit quand même qu'on est en inversion. Jusqu'où les policiers peuvent aller? Quelle est la limite légale ou pas légale? Et quelle est la partie pour les grands flics, puisque Néré, évidemment, vient percuter cette affaire, où on voit qu'il a à la fois été mis sur écoute, où les voyous disaient de lui, t'inquiète pas, on le tient, il est en train de rouler en Ferrari, t'inquiète pas. Est-ce qu'il n'a pas été ce policier des stupes, avec les sommes folles qui circulent? Est-ce qu'il n'y a pas eu la tête qui a tourné à un moment donné? C'est évident que les services de stupes, si vous voulez, sont les plus vulnérables. Oui. Néré, je veux dire, c'est pas un hasard que la proc de Paris requiert 4 ans. C'était un réquisitoire accablant. Juste un mot sur les indices. On est tous d'accord, je l'ai dit au départ, évidemment que les indices ont un rôle clé dans les dossiers. Ça m'amuse juste d'entendre M. Perben nous expliquer, puisqu'il est à la base de la loi Perben 2, qui encadre le système, et que finalement, on peut s'affranchir du système. C'est ce que vous venez de dire. Mais si, je n'ai pas dit ça du tout. Si je peux finir. La guerre n'est pas propre. Non, en fait, la vraie question. Mais attendez, c'est pas pour polémiquer, pour polémiquer. Alors, attendez, alors quelque chose qui est inexact.
vous avez posé une question. Vous avez posé une question. J'ai dit que quand on est dans l'action, il arrive qu'on dépasse Exactement. les Alors jusqu'où la question que je pose. D'accord. La guerre n'est pas propre. Jusqu'où peut-on aller pour lutter contre l'illégalité? Je vais juste dire une chose. Il faut être voyou avec les voyous. Parce que si vous voulez, depuis que le papier est sorti, moi j'ai eu plein de confrères journalistes, notamment les rubricards, ce qu'on appelle les rubricards flics, qui sont souvent proches de leurs sources, etc., et qui me disent mais qu'est-ce que tu racontes? C'est effectivement un système. En off, je vous dis une petite confidence, en off, François Thierry, qui a été interrogé par des confrères, se targue d'avoir fait tomber les 40 plus gros bonnets de France ces 6 dernières années. C'est sans doute vrai. Alors moi je pose une question toute simple et je serais curieux d'avoir l'avis des gens ici. Est-ce que on peut créer Pablo Escobar en France pour faire tomber les 40 plus gros bonnets? C'est une question honnêtement très honnête. Moi ça me pose problème. Peut-être que pour vous c'est faisable. Parce que, attendez, juste Marc Fievet, ce qui s'est passé c'est que ce type a été protégé, donc ce fameux Sofiane, qui vivait Sofiane Hamdi, qui vivait dans un appartement, qui a été protégé par l'État, dont on a laissé passer les cargaisons, et c'est effectivement ça, c'est le Escobar français, pour en fait arrêter des réseaux. C'était ça le système que vous mettiez en place, c'est-à-dire qu'il fallait toujours dealer quand vous arrêtiez un bateau. Le système qui avait été mis en place à l'époque, et justement pour ne plus tomber dans ce travers avec les douanes. Parce que l'opération dite de Lyon, en fin de compte, qui était exactement ce même type d'opération, puisque c'est moi qui ai transporté sur mon propre bateau, que j'ai débaptisé, etc., que j'ai ramené à Port-la-Nouvelle, et ce sont des douaniers qui sont venus décharger. Donc, lors de cette opération, c'était un coup d'achat, c'est-à-dire qu'il y avait un douanier qui était parti acheter au Maroc, qui avait fait charger sur mon bateau et j'avais ramené la marchandise, etc. En infiltré, donc de fait. Non, pas en infiltré, en transporteur. D'accord. Bon. Et moi, je m'étais emporté. J'avais dit, mais c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit en fin de compte de prendre les vrais narcotrafiquants, bien sûr, ceux qui sont en fin de compte dans l'exercice de leur activité. Et je vais finir. Lorsque vous commencez à infiltrer des réseaux au plus haut niveau, puisque moi j'ai rencontré en fin de compte les successeurs d'Escobar pour charger le dernier chargement de 5 tonnes de cocaïne. Le fameux. Lorsque vous êtes au plus haut niveau de l'infiltration, lorsque vous êtes envoyé comme Missi Dominici par le capo di tutti, puisque Locatelli est présenté par un journaliste qui s'appelle Saviano, comme le Copernic de la narcodistribution sur l'Europe. Le Copernic. C'est le boss. Hein, Saviano, c'est un journaliste. Lui n'a fait que de l'infiltration dans les. Ils ont des lettres dans le milieu. Il n'a fait que de l'infiltration dans les. Dans les archives policières. Alors, quand on est infiltré, moi, j'imagine pas le jour où je me suis retrouvé en tour de table à Bogota avec, en fin de compte, oui, en tour de table, pour pouvoir charger, tu me mets 1 tonne, tu me mets 2 tonnes, tu me mets 3 tonnes, tu me mets 5 tonnes. J'imagine pas, en fin de compte, à un certain moment, sortir ça et dire, stop, les gars, on arrête, il me l'interdit. Non, le code de procédure pénale, malgré toutes les lois qui auront pu être faites après, eh bien, il sert à rien. C'est exactement il ne ce sert que à je rien. voudrais dire. Ça fait, alors, juste vous, l'avocat, quand on est en égo, tel qu'il a été Marc Fievet, c'est vrai qu'on se dit pas, je vais vérifier si l'article 2 de la loi de Perben 2 me permet. C'est pas possible. Vous me faites marrer, parce que bon, c'est les policiers qui sont sur le terrain mènent un combat dans l'intérêt général. Et dans leur intérêt, parfois? Est-ce qu'il y a des risques de dérapage? Tout peut arriver parce qu'il y a une espèce de fascination réciproque. Et on a vu des flics très aguerris qui, à un moment donné, d'abord par un processus psychologique de fascination, ensuite par un processus mercantile, se laissent entraîner. Il y a de l'intérêt. Mais on a vu des avocats aussi et des magistrats le faire. Bon, il y a beaucoup d'argent qui circule. Et puis il y a la fascination, c'est les boîtes de nuit, sont les belles voitures, c'est les repas. Bon, voilà. Non, mais ça, c'est indiscutable. Mais si on veut avoir une police efficace, alors là, bien évidemment, il ne faut pas tremper sa plume dans le bénitier. Bon, si on veut avoir une police efficace, on a besoin d'un DIC. La plupart des affaires que j'ai vues se régler, on peut habiller ça. Qui a dit le contraire? J'ai pas dit que vous avez dit le contraire. Non, mais essayons d'avancer. Mais non, pas du tout. J'ai posé une question. Répondez à la question que je vous ai posée tout à l'heure. Est-ce que vous trouvez ça normal de faire grossir un énorme trafiquant pour en faire tomber d'autres? Non, mais c'est une vraie question. Est-ce que vous pourriez, étant donné qu'on est là entre nous calmement,
Non, mais aussi. Mais c'est la question. Il est calme. Il pose une question. Il pose une question. Il est passionné. Il est passionné. Pose une question. Moi, je répondrai à Vous votre êtes question. d'accord? On fait gonfler un Escobar pour faire arrêter les 40 autres. Mais non, mais là, il y a quelque chose qui va pas. Ça n'a rien à voir avec Ça n'a rien à voir. Bon, non, mais ça va. Non, mais ça va. Le plus gros trafiquant du pays. Mais non, mais on est d'accord, ça ne va pas. D'accord. Ça ne va pas. Sûr. Mais il peut arriver que dans le mécanisme de manipulation de l'indicateur ou de l'infiltré, l'indique tient le policier. Ouais. Voilà, l'infiltré ou l'indique tiennent le policier et s'en joue. Voilà. On y arrive. On y vient doucement. Mais il faut ça, c'est le problème des rapports humains. Dominique Perben, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Le fonctionnaire de police, aussi capé, aussi honnête soit-il. En définitive, il faudrait qu'ils aient des contrôleurs comme les psychanalystes. Dominique Perben. Oui, non, mais Que régulièrement, ils aient un je pense que non, mais Dominique Perben. non, mais pour faire le métier et pour obtenir des résultats, on est obligé d'aller au contact. On peut faire autrement. On peut pas le faire de distance. Au contact, c'est reprendre un verre chez le dealer. Enfin, Quand je dis au contact, c'est les indices, c'est les infiltrés, c'est toucher à la matière. Il faut, c'est impossible. Sinon, vous faites pas le boulot. Tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un dire, mais avec l'électronique, on va pouvoir se passer de ça. C'est une foutaise. Et venons-en à un autre sujet qui préoccupe beaucoup les Français en ce moment. En matière antiterroriste, c'est pareil. On ne fait pas de la lutte antiterroriste si on ne va pas au contact, si on n'a pas des indicateurs dans les réseaux, si on n'envoie pas des policiers ou des militaires dans les réseaux. C'est très difficile. Mais c'est la même chose. Mais excusez-moi, je vous pose la question. On ne peut pas faire ce métier sans pour prendre ceux ce qui, risque. comme les mouvements sociaux, les grèves et ce bras de fer sur l'article 2 de la loi a un peu escamoté cette affaire, on va en reparler de cette affaire. Et j'imagine que vous continuez à enquêter. Est-ce qu'on est dans le cadre du patron des stupes, dans une relation où il aurait, lui, un peu comme Néré, entre guillemets, croqué, roulé dans les belles voitures Alors là, pour le coup, avec Maître Collard, je vais le dire très calmement, puisqu'on est effectivement d'accord. Les relations flic-indique, c'est de l'humain, et on ne sait jamais ce qui peut se passer, on ne sait jamais. À ce stade, je veux dire, rien ne dit que François Thierry a, si vous voulez, franchi la ligne, il y a eu enrichissement personnel, etc. Peut-être qu'on le découvrira, pour le moment, rien ne le dit. Nous, ce qu'on interroge dans Libération, au-delà du cas François Thierry, c'est le système lui-même. C'est pour ça que je vous pose la question de savoir jusqu'où on peut lutter contre l'illégalité, notamment dans les affaires de stupes. Dans quelle mesure? Parce que les livraisons surveillées, c'est une chose. Là, en l'occurrence, si ça avait été une livraison surveillée, et pourquoi l'octrice a été saisie, dessaisie du dossier après 3 jours? C'est bien qu'il y avait un problème. Non, mais ça, moi, je dis pas le contraire, puisque, si vous voulez, pour que la relation entre le policier et l'indicateur soit protégée, il faut qu'il y ait une traçabilité. C'est-à-dire que le policier doit informer le juge ou le procureur. L'indique n'existe pas. S'il ne le fait pas, bien évidemment, là, il y a une faille. Alors, justement. Et cette obligation d'informer n'empêche absolument aucun contact. Et j'ai une question à Marc Fiavet. Toute petite faille, justement, et là, désolé pour mon voisin, mais c'est que dit la loi Perben 2 sur les indicateurs? C'est que tous les agents traitants doivent référer à leur supérieur hiérarchique direct. Qu'en est-il du Big Boss? Ah oui. À qui il en réfère? Lui, il réfère à personne. Eh ben voilà. Il Donc était là, sous contrôle du Big Boss. Alors là, vous évoquez un problème qui est très français. Il rend compte à personne. Ne garde les gardiens en France. Hein. Exactement. Alors là, Qui surveille les surveillants. ça, c'est vrai pour la haute autorité, c'est vrai pour plein de systèmes de contrôle. On se demande qui contrôle les contrôleurs. Juste un petit mot, parce que l'émission se termine et j'en suis désolé, et j'aimerais entendre Dominique Perben. Est-ce qu'il y avait une guerre des polices à votre époque? Parce que dans le sujet qui nous concerne avec ce patron des stupes, on voit que c'est effectivement les douanes qui vont faire la saisie. Alors ils arrêtent une camionnette sur la rue Aix-Elmance. Opportunément, cette camionnette, c'est celle qui contient de la drogue, et ce serait un voisin qui avait un chien qui aurait senti la drogue. Tout ça est rocambolesque. Et il y avait déjà à votre époque cette guerre entre la PJ et les douanes, qui là aussi faisaient tout pour essayer de saisir le plus. Alors, de toute façon, cette guerre entre la centrale des stupes, déjà à l'époque, j'allais dire, était évidente. Avec la douane, avec le 36, avec la gendarmerie. Mais moi, j'étais basé à l'étranger, donc je n'avais qu'une activité à l'étranger. Ce qui fait que je n'ai jamais été couvert. Parce que j'avais beau rencontrer le substitut du procureur à Nantes, Monsieur Petit, qui était fort aimable avec moi, mais tout ce qu'il pouvait me raconter, j'avais aucune couverture, parce qu'en Angleterre, il n'avait pas de contact. Essayer de demander en fin de compte une commission rogatoire pour avoir un soutien juridique aux Espagnols, 6 mois minimum avant un retour, tu fais une opération, c'est dans les 8 jours, tu prends tous les risques. Et puis, si ça foire, tu te dis, le mec, il aura peut-être les couilles de venir me chercher. C'est ce qu'on a fait. On a été chercher des aviseurs à Bogota. On a été les faire sortir de prison. On a payé.
Mais à l'époque, on avait un patron qui était un patron. Et pas de chance pour vous, le patron est parti. Moi, il est parti, il a été placardisé parce qu'il emmerdait le monde, parce que c'était Hoguet, parce qu'en fin de compte, c'était les conneries à Hoguet. Mais il a amené au service, en fin de compte, d'abord son nom actuel, et il a permis en fin de compte de faire une évolution et de rencontrer des résultats extraordinaires. Gilbert Collard, on dépénalise, on délégalise, parce qu'on légalise, on dépénalise, c'est un débat qu'on a régulièrement dans les médias, les Libé et d'autres journaux s'en emparent, nous aussi. On se dit autant d'argent, autant de policiers qui courent après des réseaux de drogue. La Californie, vous avez vu dans Paris Match, c'est mis il y a tels enjeux financiers que c'est très difficile. Non. Il y aura toujours des gens qui auront envie de gagner. Même si on légalise ces produits. Des saloperies pareilles. Non, mais est-ce que je peux donner une toute petite note? Il y a 5 millions de consommateurs en France. C'est ça, un marché colossal. Ouais. Alors quand même, ce que je vais ajouter, même si ça n'est pas dans le sujet, j'ai obtenu 20 ans après une attestation, une déclaration, une attestation, en fin de compte, article 200 et suivant du Code de procédure civile, de mon officier traitant, qui dit « Je tiens à ajouter que Marc Fievé a toujours fait preuve de la plus grande loyauté à l'égard des douanes françaises, notamment dans le cadre de son infiltration au sein de l'organisation Locatelli, qui l'a exposé à de très nombreux dangers. Oui. » Où il y avait le DEA qui travaillait, il y avait le HM Custom Excise qui travaillait, il y avait les RCMP, les Canadiens, la police montée qui travaillaient, et tout le monde, en fin de compte, se sont vengés des Français qui l'a ramené peut-être un peu trop en réunion, etc., etc., et ils ont coincé Fievé. On m'a envoyé un hélicoptère, en fin de compte, d'un destroyer intercepter un navire au milieu de l'Atlantique. 94, hein, c'est ça. Oui, 94. Dominique Perben, vous souriez, qu'est-ce que ça vous évoque, c'est cette histoire de Marc Fievé, et celle qu'évoque Emmanuel Fanssen dans l'IB? C'est plus extraordinaire que n'importe quel film racontant un roman. C'est ça qui est dingue. Bon. Mais la loi, elle est bien après, hein. Enfin, en tout cas, pour les policiers et les gendarmes, c'est 2004. La douane avait le droit de le faire avant. Mais pour la police et la gendarmerie, il a fallu attendre 2004. Et certains m'avaient conseillé de ne pas le faire en disant, mais laisse-les se débrouiller. Gilbert Collard, on touche à rien ou vous pensez qu'il faut encore réfléchir réellement à la façon dont... C'est quoi? C'est un psychanalyste qu'il faut pour les grands policiers, les grands magistrats, pour leur dire, attention, franchissez pas la ligne jaune, quoi, parce que c'est tentant. On a des affaires qui portent sur des enjeux, là j'en cite deux, rappelez-vous quand même, 1 million d'euros de vol de Grand Cru en Gironde. Oui. On l'a oublié. 1 million de vols de métaux à Lyon. Bon. Ça vaut quand même le coup d'attraper ces gens-là. Donc des indiques. Mais vous comprenez, moi on me fait sourire avec la police scientifique. Elle a son utilité, n'allons pas dire le contraire, hein, bon, ou les écoutes, ou la surveillance des passagers, bon, mais en réalité, c'est l'informateur qui permet d'appréhender le système. Alors, ce que j'ai pu voir, très modestement, dans ma carrière, et j'ai défendu pas mal de flics qui avaient franchi la ligne jaune, qui avaient traversé le miroir, comme on dit, hein, c'est que tout commence par une fascination, et tout finit par de l'argent. Alors, il faudrait... Au moment de ah oui, mais la chair est faible. La chair est faible. Hein. Il faudrait au moment, et puis il y a un processus hein, de contagion. Hein. C'est la boîte de nuit, c'est les invitations à dîner, ce sont les nanas, c'est les voitures qu'on prête. C'est-à-dire il y a tout un processus hein, de domestication. Hein. Et le retour en arrière est impossible quand on l'a goûté. Alors vraiment, je me demande, ça peut paraître absurde ce que je vais dire, hein, mais je prends le risque. Hein, je me demande s'il serait pas utile que de temps en temps ils aient des entretiens de contrôle. Quoi, où en êtes-vous ça existe dans certains services spéciaux. Ça existe dans les services spéciaux. Ça existe. Voilà. Je pense. Y compris le soutien psychologique. Bien sûr. Marc Fievé et Emmanuel Fanssen pour conclure. Moi, je pense que Charras à l'époque, Michel Charras. Donc il y a un ministre qui est venu vous voir en avion. Oui, c'est Michel Charras. Hein. Je pense qu'à l'époque, il avait raison, parce qu'il souhaitait qu'on monte une cellule d'infiltrés, mais de gens sortis de l'administration, c'est-à-dire des douaniers, douaniers, qu'on mettait en congé sans solde pour une période déterminée, de 18 mois à 2 ans maximum, avec une dotation importante qu'on aurait mis en fin de compte quelque part, sur un compte en banque, pour pouvoir les infiltrer, mais les sortir obligatoirement au bout de 18 mois. Ça va faire rouler, 24, mais surtout pour éviter les dangers de retournement. Marc Fievé, merci. Un dernier mot pour conclure. Vous poursuivez l'enquête, j'imagine, et il n'a toujours pas déposé sa plainte. Non, on attend la plainte et pour cause. S'il m'attaque en diffamation, je pense que j'aurai des témoins cités d'une part. Et je veux juste finir sur la gravité de cette affaire en termes de conséquences. Imaginez le nombre de procédures judiciaires, puisque c'est vrai, encore une fois, les indiques, oui, c'est nécessaire, mais la provocation policière, c'est illégal. Et il y a des affaires qui sont annulées par la chambre de l'instruction de la cour d'appel. Ça arrive l'année dernière. Il y a eu la cour de casse.
on est d'accord derrière. C'est une décision politique. Mais par ailleurs... Vous ne permettrez pas d'insulter la Cour de cassation, moi. Moi, je peux le faire. Merci. Enfin, les insulter, je non. Délègue mes pouvoirs. C'est pas une insulte, en tout cas, il y a un choix politique. Voilà. Non, ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui... indépendant quand même. Oui, tout à fait. Non, aujourd'hui, l'intérieur et la chancellerie sont dos à dos, puisqu'effectivement, bien sûr que François Thierry va dire qu'il a agi sous l'ordre des magistrats, donc les magistrats devront s'expliquer. Et le nombre d'avocats encore plus pugnaces que Maître Collard, qui vont s'engouffrer dans la brèche pour faire sortir des gens qui sont en prison aujourd'hui pour provocation policière. Merci. Le débat malheureusement se termine. Moi, je serais resté avec vous encore plus longtemps parce que c'est vrai qu'on a l'impression de vivre un film comme ça, une série sur Canal+. Merci à Marc Fievé. Je leur dis, vous avez totalement tourné la page de tous les risques que vous avez pris et vous roulez au volant d'un 44 tonnes. Là, dans quelques minutes, vous prenez la route avec de la viande dedans, française. On emporte en Allemagne. On a été ravis de vous accueillir sur ce plateau. Merci à Gilbert Collard. On se reverra parce que vous ne partez pas au volant d'un 44 tonnes, mais vous restez ici à l'Assemblée nationale. Bien incapable de le continuer. Merci à Dominique Perben. Cette loi porte votre nom, Perben 2, et j'imagine que ces affaires, vous les suivez de près. Vous lirez Libération la prochaine fois qu'Emmanuel Fonsten sortira la suite de cette affaire. Merci de nous avoir suivis. Merci à Wassila Wali qui me parlait dans l'oreillette ce soir. Merci à toute l'équipe qui m'aide à préparer l'émission. Je les remercie, ainsi qu'à l'équipe technique qui est derrière dans l'ombre, mais qui évidemment est très utile à la réalisation de tout ce que l'on fait chaque semaine. Bonne soirée à tous, bon week-end, puis restez fidèles évidemment au programme d'LCP. À lundi.